Let's go. Right, here we go now. Fat Man Scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue à ce 30e numéro d'Actualis. C'est Mathieu, je suis là pour vous accompagner pendant ce podcast parce que les autres animateurs sont partis en petites vacances. Et en plus, on est en équipe légèrement réduite, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas s'amuser aujourd'hui. Autour de la table virtuelle d'Actualis aujourd'hui, il y a Angèle, salut. Salut! De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de Friends, la série. Et après, je vais vous parler du Festival de Cannes, qui approche. Sympa. Avec nous aussi, il y a Nils. Bonjour. Salut tout le monde, ça va ? Ça va. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors moi je vais vous parler de la présence de la Macédoine du Nord à l'Euro pour la première fois. Et ensuite je vous embêterai avec le Maxi Quiz. Tu nous embêtes, mais dans la bonne humeur quand même toujours. Et puis alors, elle a un travail, elle fait plein de travail partout, elle prépare, machin. Et elle trouve le temps de faire un moment et une chronique. C'est Marie, bonjour. Coucou Mathieu, ça va ? Ça va, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler d'une tribune qui a été signée par des artistes et surtout je vais vous parler de drogue. Rien que ça finalement. Et ben voilà, un sacré programme en perspective. Et premier moment donc, Angèle. Et on commence donc par toi, Angèle. Retour sur le nouvel épisode de Friends. C'est ça. Alors moi, je vais vous parler de l'épisode spécial The Reunion, qui veut dire les retrouvailles en fait de Friends. Donc pour ceux qui ne savent pas, Friends, c'est une sitcom, une des premières qui est apparue en 1994 exactement. Elle a été créée par David Crane, Martha Kaufman et Kevin Bright. Donc elle s'étend sur 10 saisons. Donc c'est l'histoire de 6 potes qui habitent à New York tout simplement et donc on suit leur quotidien, etc. Donc ce qui est bien, c'est qu'on ne se base pas que sur un seul héros et puis on a ces 6 personnages qui vraiment ont chacun leur importance, etc. Donc la série s'est terminée en 2004 et donc 17 ans après, ils ont décidé de tous se réunir, donc tous les 6, pour se retrouver et pour parler de la série. Donc l'épisode spécial qui dure 1h40 a été diffusé sur HBO Max jeudi 27 mai et l'épisode est disponible sur Salto en France, donc la nouvelle plateforme de streaming. Donc voilà, dans cet épisode de 1h40, ça se divise en plusieurs parties. Donc dans un premier temps, on a les 6 acteurs qui se retrouvent, du coup tous les 6, logique, qui se rappellent sur les anciens lieux de tournage et qui se rappellent des anciens moments passés ensemble, etc. Après, ils sont tous les 6 autour d'une table et ils lisent les anciens scripts, etc. Et s'amusant parfois à rejouer certaines scènes mythiques, cultes de la série. Dans un second temps, c'est une sorte d'interview version talk show qui est présentée par James Corden, où dedans ils répondent à des questions, etc., nous donnant des petites anecdotes croustillantes, etc. On a aussi les créateurs de la série qui nous expliquent un peu leur idée derrière la série, quel était leur concept, comment la série a finalement eu un succès monstre. Dans un troisième temps, on a également les producteurs de cet épisode spécial qui n'ont pas fait les choses à moitié, puisque il y a plein d'invités, pas n'importe qui, puisqu'on a BTS, notamment le groupe de K-pop, on a Lady Gaga, on a David Beckham, enfin tout plein de Justin Bieber, Cara Delevingne, on se demande pourquoi des fois, qu'est-ce qu'ils font là. Donc c'est très sympa comme épisode, ça nous laisse très nostalgique et on n'a qu'une envie, c'est de se regarder les 10 saisons d'un coup. Donc elles sont toujours disponibles sur Netflix pour ceux qui ont envie de regarder. Et en attendant, pour ceux qui ont Salto ou HBO, vous pouvez regarder l'épisode de Friends qui a été diffusé la semaine dernière. Et je crois qu'en plus, c'est diffusé à la télé, genre le week-end. Oui, sur TF1.
C'est TF1 ou c'est genre une plus petite chaîne Non, je crois que c'est TF1 qui la diffuse, qui serait logique, puisque TF1, c'est Salto. Enfin, Salto, c'est la plateforme un peu de streaming de TF1, Ouais. etc. Donc, oui, c'est sur TF1. Je sais pas quand, mais je sais que ça va être diffusé en tout cas. Ok. En tout cas, Friends, c'est partout. Et tout de suite, on passe au moment de Marie, qui nous parle d'une tribune de 1661 artistes. C'est très précis. Oui, exactement, c'est ça Mathieu. Alors la question qui se pose, c'est la culture doit-elle s'incliner face à l'urgence écologique? Alors c'est ce que questionnent et dénoncent ces fameux 1661 artistes, alors de tout horizon, à travers une tribune signée dans le JDD dimanche dernier, donc le dimanche 30 mai. Alors dans ce bon millier d'artistes, on a des artistes très connus comme Jean-Jacques Goldman, la chanteuse Pomme, Guillaume Gallienne ou encore Nathalie Baye, et tous, et c'est important de le souligner, sont soutenus par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Alors, qu'est-ce qu'ils dénoncent en particulier pour être clean et authentique? Je vais les citer. Ils écrivent « Le 10 juin, à l'Assemblée nationale, refusons l'amendement qui fragiliserait encore un peu plus le monde culturel déjà affecté par la crise sanitaire. » Alors, je vous explique. En gros, pour comprendre, il faut revenir en janvier dernier, où 2 députés de la majorité, donc Vincent Thiébaut et Éric Bothorel, ont proposé une loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Et cette proposition de loi, elle a été adoptée avec certains amendements en première lecture au Sénat. Alors jusque-là, tout semble très bien se passer, c'est une belle histoire, sauf que le problème, c'est que dans ces amendements, il y a un amendement issu des Républicains disant que, je cite une nouvelle fois, les équipements numériques reconditionnés ne seront pas assujettis au paiement de la rémunération pour copie privée. Ce qui veut dire que les fabricants et les importateurs d'ordinateurs, de disques durs externes ou de téléphones portables reconditionnés, donc on pense à Back Market, qui est assez cité par les 1661 artistes. Donc tous ces fabricants et importateurs français ne seront plus dans l'obligation de payer la redevance qu'ils doivent aux artistes dans le cadre de ce qu'on appelle copie privée. Alors la copie privée, c'est quoi? C'est quand l'utilisateur, donc vous et moi, de certains de ces équipements, copie pour notre usage personnel une œuvre, donc une musique ou une œuvre d'art, peu importe, soumise à des droits d'auteur. Et que l'appareil en question, l'entreprise qui a façonné l'appareil, doit payer l'artiste. En somme, le but de l'amendement, c'est juste d'inciter à la production d'appareils reconditionnés en disant aux entreprises, ça leur coûtera pas d'argent. Mais tout ça, c'est en dépit des artistes, car le souci, c'est que le dispositif général de rémunération sur la copie privée mis en place depuis 1985, c'est un des piliers du financement du travail des artistes. Sans ça, il y a très peu d'artistes qui peuvent survivre. Et pour vous donner quelques chiffres, le mécanisme de la copie privée contribue au financement de plus de 12 000 événements culturels par an et soutient environ 200 000 artistes. Et cela, c'est selon les 1661 artistes signataires. Et tout en insistant sur leur soutien à l'économie circulaire, limitant la vente des téléphones portables neufs au profit des appareils reconditionnés, les 1661 précisent que si cette économie est vouée à s'expandre tout en étant exonérée de la redevance de la copie privée, c'est l'économie culturelle et la culture qui est vouée à couler. J'avais vu cette info passer et je me posais une question, mais tous ces trucs qui subventionnent et qui servent aux artistes, ils servent pas aussi aux maisons d'édition, aux gros labels? Bah oui, ça va dans tout le monde artistique en fait, c'est pour ça qu'il y a vraiment des petits et des gros qui ont signé la tribune, il y a vraiment tout le monde. Et comme ils le disent, si on a pu... Étant donné que le marché, là, en ce moment, de tout ce qui est portable reconditionné, tout le monde commence à aller là-dedans, si eux, ils ont plus à payer ces maisons de disques et ces artistes, ça va être difficile pour eux de pouvoir faire de la musique ou de la peinture, écrire des livres. Ok, ouais. Merci beaucoup pour ce moment, très intéressant. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la low-tech, parce qu'on parle beaucoup d'high-tech, que ce soit dans les nouveautés physiques,
par exemple les trottinettes électriques il y a pas mal d'années, des lave-vaisselle connectés, les téléphones, etc. Aussi avec le software, donc des applications, des nouvelles fonctionnalités et des programmes. Et pourtant, ce qu'on appelle la low-tech, ou la basse technologie en bon français, c'est beaucoup moins connu, et notamment de moi avant la préparation de ce moment. Pour résumer très simplement et très grossièrement, la low-tech, ça rassemble les technologies durables, économiques et utiles. Le domaine de ce qui est low-tech, du coup, ça peut s'étendre d'un côté à un voilier entièrement fait en composants recyclés, à un smartphone particulier qui s'appelle le Fairphone. Et en gros, le Fairphone, je vais vous expliquer un peu ce que c'est parce que j'ai découvert ça avec la chronique, même si j'en avais entendu parler avant. C'est incroyable. C'est un smartphone qui est assez basique finalement, excepté qu'il se veut équitable en fait. Donc il y a des filières, il utilise des filières particulières pour les matières premières, avec du recyclage, de la main-d'œuvre qui n'est pas sous-payée, une certaine dose d'éthique au final qui manque pas mal dans ce milieu. Ces téléphones ont notamment des éléments échangeables facilement, dont la batterie, ce qui n'est pas sans rappeler les téléphones un peu plus anciens, où on pouvait enlever la batterie comme ça dans tous les sens. C'était très drôle. On peut plus le faire maintenant, sauf sur le Fairphone justement. Mais la low-tech, c'est aussi une technologie qui est au service des besoins primaires, quand la high-tech se concentre plutôt sur des besoins secondaires. Et du coup, la low-tech, ça sert notamment aussi à mieux répartir plus économiquement et durablement des ressources comme l'eau ou l'électricité. Et je vous conseille de vous renseigner sur ce sujet, c'est très intéressant. J'ai pas fini encore de ma plongée dans la low-tech, mais il y a plein de trucs à apprendre, c'est très intéressant. Pour être honnête avec toi, je pensais quand tu m'as dit que tu allais parler de low-tech, que tu allais parler de musique. Alors, Ah, je tiens à dire que c'est vrai. vraiment... j'apprends totalement ce que c'est que la low-tech. C'est vrai que le low-tech, ça peut faire un peu genre la tectonique, tout ça. Oui, c'est ça, je pensais que c'est genre la technique, mais calme, tranquille. Et ben non, pas du tout. Non, Euh, mais bien on passe au moment de Niels, maintenant, qui nous parle de Macédoine du Nord. Ouais, c'est exact. Bon, je pense que vous ne vivez pas dans une grotte, donc vous avez entendu parler de l'Euro qui approche avec la sélection notamment de Benzema en équipe de France. Mais là, je ne vais pas vous parler des favoris, je vais plutôt vous parler du petit poussé de la compétition qui est effectivement la Macédoine du Nord. Alors, comme la Finlande, c'est la première fois qu'ils participent à l'Euro et même à une compétition internationale, donc ne leur parlez pas de Coupe du Monde, ils savent à peine ce que c'est. Ils y sont jamais allés en tout cas. Donc, il faut savoir déjà que la Macédoine du Nord, c'est 2 millions d'habitants, donc moins que Paris. La nation a été créée seulement en 1991, c'est un pays de l'ex-Yougoslavie, ce qui explique également son petit palmarès sportif. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de culture sportive, ils font énormément de sports, même des sports un peu originaux comme la spéléologie ou le VTT, l'escalade, on n'a pas trop l'habitude de faire en France. Mais ils ont quand même une grosse fanbase de supporters de football qui est quand même le sport le plus populaire là-bas. Et alors pour se qualifier à l'Euro, ils ont profité d'un bon concours de circonstances, si je peux dire. En tous les cas, ils n'ont pas battu d'équipe énorme, ils n'ont pas encore créé l'exploit. On l'attend justement à cet Euro, peut-être comme l'Islande il y a 5 ans, du coup maintenant ça a été décalé avec le Covid, pardon. Et ils n'ont pas une équipe si jeune que ça, donc c'est pas une nouvelle génération qui arrive et dont on va entendre parler en Macédoine du Nord. Là, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt un concours de circonstances en fait. Ils sont arrivés 3e de leur groupe de qualification, donc en battant la Slovénie, Israël et la Lettonie, et en se plaçant derrière la Pologne et l'Autriche. Donc c'est pas des grosses nations de football, mais c'est quand même ça. C'est quand même voilà, c'est respectable. Et ensuite, ils ont profité également de la première place de leur groupe de la Ligue des Nations pour se qualifier, devant l'Arménie, Gibraltar et le Liechtenstein. Encore pas de grosses équipes de football, mais voilà. Et donc, du coup, ils sont arrivés en barrage de l'Euro, où là, par contre, ils ont battu le Kosovo et la Géorgie, dont on entend un peu plus parler dans le milieu du football. Et ils ont réussi à les battre, et ils tombent à l'Euro, du coup, qui commence début juin,
ils tombent face aux Pays-Bas, à l'Ukraine et à l'Autriche. Donc la poule est assez relevée, mais on espère quand même une petite chance pour eux. En tous les cas, moi personnellement, après la France, je serai pour eux, je serai pour l'exploit. Donc la sélection s'appelle les Lions Rouges et ils ont des joueurs qui sont dans des clubs assez bons en Europe. Ils ont le capitaine Goran Pandev, j'espère bien prononcer, qui a 37 ans et qui joue à Gênes en Italie. Donc il est assez vieux maintenant, il joue plus dans un très gros club, mais il est passé par de bons clubs. Et il y a une petite pépite qui joue à Naples, donc qui est un très très bon club de Serie A en Italie, qui s'appelle Elgif Elmas. J'espère encore une fois ne pas me tromper. Et voilà, franchement, c'est à suivre. Ils ont battu l'Allemagne récemment, donc tout est possible. Ils les ont battus 2-1 aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Donc franchement, moi, je serai derrière eux après la France, c'est clair et net. Je crois en l'exploit. Mais c'est incroyable parce que, alors, je m'y connais pas beaucoup en foot, mais l'Allemagne, ils sont plutôt bons, non? Bah, l'Allemagne, ouais, ils ont été. Bon, là, ils sont un peu en méforme, mais ils ont été vainqueurs de la Coupe du Monde avant la France en 2014. Donc oui, c'est. Et du coup, tu penses que la Macédoine du Nord a des chances de passer les poules? Je parierai pas là-dessus, mais j'y crois. Ça va être compliqué parce que l'Autriche est arrivée devant eux en qualification et les Pays-Bas sont une très bonne équipe, donc ce sera sûrement eux qui vont sortir. Mais bon, j'espère qu'ils peuvent faire quelque chose. Bah, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour les moments de la rédac. Je me perds un peu tellement c'était intéressant. Et tout de suite, on passe à la chronique de Marie. Et Marie, aujourd'hui, on parle de drogue. Oui, c'est ça. On va parler de drogue, mais aussi, il faut être sérieux, de littérature. Parce qu'en effet, du hashish à la cocaïne, en passant par le café, on est un peu plus soft, les plus grands auteurs que l'on connaît, et bien évidemment ceux que l'on a étudiés en cours, ont pris et écrit sur plein de drogues différentes. Et ça date d'il y a très 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 longtemps, car le tout premier homme de lettres auquel je suis remontée, donc il y en avait peut-être avant, ayant mentionné une drogue dans ses écrits, eh bien c'est Homère, celui que les anciens surnommaient le poète, avec un grand P, et qui est l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée. Tout le monde connaît, même si tout le monde ne l'a pas forcément lu. Et c'est dans l'Odyssée qu'il parle d'une fameuse plante psychotrope, que l'on appelle aussi plante hallucinogène, et il s'agit de la népenthès, puisqu'il en parle comme d'une drogue que la charmante Hélène donne pour alléger la peine des soldats en détresse. Mais si Homère ne s'est vraisemblablement pas servi de la drogue pour se défoncer lui-même, mais seulement comme d'un objet d'écriture, eh ben, il y a pas mal d'autres hommes de lettres qui, eux, ont su user de la drogue plutôt comme d'un tremplin pour écrire. Alors, c'est le cas du fameux Robert Louis Stevenson, qui aurait écrit, grâce à la cocaïne, en 6 jours et 6 nuits, son célèbre ouvrage « L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde ». Donc c'est grâce à la cocaïne que l'on a pu étudier ça au lycée ou au collège. Et c'est aussi Maupassant qui s'est manifestement drogué, il le dit lui-même, puisqu'il, selon lui, il n'aurait pas écrit une seule ligne de son fameux ouvrage « Pierre et Jean » sans avoir respiré des effluves d'éther pour pouvoir stimuler son intellect. Donc si vous voulez écrire un livre, vous avez la recette maintenant. Et surtout, parce que c'est pas les seuls, il y a ceux qui ont fait les deux. Ils ont écrit sur la drogue et ils ont pris de la drogue. Comme ça, c'est plus simple. Et comme c'est des auteurs, ça donne des écrits plutôt sympas, aussi jolis que marrants. Alors, je vous propose de faire un petit jeu, comme ça, ça va teaser un peu le temps mort. Alors, je vais vous citer un extrait du tierce livre de Rabelais. Il décrit une drogue et vous devez me dire quelle est cette drogue. D'accord? c'est pas... Je suis pas très fort en drogue. Ça parle d'une herbe. Donc, beaucoup de drogues sont faites à base d'herbe, mais c'est un indice. Alors, il écrit dans le tierce livre: ce sont d'ailleurs ces vertus et ces singularités qui font la nommer Pantagruélion. Donc, c'est c'est un surnom qu'il donne à la drogue. Car de même que Pantagruel a été l'idée et l'exemple de toute joyeuse perfection, tant de perfection, tant d'effets admirables, que si cette plante eût été en ses qualités reconnues
lorsque les arbres firent l'élection d'un roi des bois pour les régir et dominer, elle, sans doute, eût emporté la pluralité des voix et des suffrages. Alors, on parle de forêt et on parle de joyeuse perfection. Est-ce que vous avez une petite idée? Je dirais que c'est une drogue répandue, mais beaucoup de drogues sont répandues finalement. Contre le cannabis. Oui, c'est ça, c'est le cannabis, bravo Nils. C'est le cannabis, oui, ou plutôt le chanvre que Rabelais nomme Pantagruélion. Alors, selon certaines analyses littéraires, le Pantagruélion, pour Rabelais, est à son personnage principal ce qu'est l'humanisme à l'homme. Donc ça vous donne une certaine idée de ce qu'est le cannabis pour Rabelais. Et c'est un bel hommage, hein, finalement, qui rend au cannabis, mais c'est pas le plus fou. Le plus fou, c'est le club des hachichins. Alors, le club des hachichins, il a été créé en 1844, il a été actif jusqu'en 1849, et l'objectif était d'expérimenter le cannabis et l'opium. Et c'est une vraie expérimentation, avec des vrais gros intellectuels comme Victor Hugo, Baudelaire ou Théophile Gautier, et il y en a plein d'autres. Il y a des scientifiques, des écrivains, des poètes, plein de personnes. Et nos écrivains, ils ne se sont pas juste contentés de participer aux réunions mensuelles, car c'est tous les mois qu'ils expérimentaient ces petites substances, mais ils ont fait des vraies expérimentations dont ils relatent leurs hypothèses et conclusions au travers de jolis écrits, parfois élogieux, parfois critiques, comme dans Les paradis artificiels de Baudelaire, où il parle du lien entre la drogue et la création poétique, tout en s'interrogeant sur l'intérêt que porte l'homme à la drogue. Et bref, tout ça, ça fait pas mal de drogues, hein. Donc, on a la cocaïne, j'ai pas parlé non plus de l'héroïne, plein d'autres choses. Et je n'ai même pas parlé de Balzac qui était addict au café. Il buvait 50 tasses par jour et il en est malheureusement mort. Mais il ne pouvait pas vivre sans apparemment. Et parmi toutes ces drogues, il y en a une qui n'est pas présente. Pourtant, c'est une drogue qui est partout dans notre quotidien. Enfin, je pense que vous passez pas une journée peut-être sans l'apercevoir. C'est le tabac. Le tabac, la cigarette. Et il y a très peu d'auteurs qui ont parlé de la cigarette de manière non anecdotique, sauf une personne. Il s'appelle Nathan Dever. C'est un jeune auteur français, normalien, agrégé de philo, qui a écrit cette année, qui est dans un ouvrage qui est paru cette année, du nom de Espace fumeur. C'est un petit essai paru aux éditions Grasset. Et dans cet essai, le jeune Nathan, il fait, à la manière de Rabelais, l'éloge de la cigarette, avec philosophie et humour et sans jamais inciter à fumer. Et c'est un petit essai où en fait, on essaie de comprendre pourquoi un jour on se met à fumer, et on essaie aussi de répondre à la question, à quoi ça sert de fumer. Enfin, tout ça pour dire que du 8e siècle avant Jésus-Christ à 2021, la drogue, ça a inspiré nos hommes de lettres. Merci beaucoup, c'est incroyable. Moi, je trouve ça particulièrement drôle que finalement la drogue est autant répandue dans les milieux littéraires, etc. Et particulièrement en ce moment où il y a certaines personnalités politiques qui aiment bien faire la guerre aux drogues. Oui, c'est ça, c'est drôle parce que les grands intellectuels ont tous essayé la drogue une fois. Enfin, quand j'ai cherché pour la chronique, j'ai vu des listes d'auteurs, je ne les ai pas tous lus, mais ils y sont tous, hein, même Shakespeare, enfin tous. Et quand on voit Macron qui veut faire une génération de 2030 sans tabac, ou encore Darmanin qui fait la guerre des drogues, comme il le dit, c'est assez drôle parce qu'ils sont les intellectuels d'aujourd'hui. C'est encore aujourd'hui la Ligue contre le cancer là, qui récemment, là, il y a quelques jours, qui ont encore dénoncé la présence de cigarettes encore trop présente dans les films. Ouais. Il n'y a pas longtemps, donc c'est drôle. Non mais oui, c'est pour ça que je trouve, le garçon qui a écrit ça, le jeune homme, le garçon, Nathan Dever, il fait vraiment un essai sur la cigarette et je trouve que c'est assez courageux de faire ça actuellement, quoi. Et après, je me permets juste un petit disclaimer. Si vous avez envie d'écrire un livre, ne vous droguez pas. Non, ça peut marcher sans. Hein. Non, oui, ça peut marcher sans. On peut même aller plus loin dans le disclaimer en disant que fumer tue, prendre de la drogue aussi, oui. Et c'est pas forcément cool. Et on n'en a pas parlé, mais l'alcool aussi. L'alcool est une drogue. Donc, résumé, la drogue, c'est pas bien, mais les artistes l'utilisaient beaucoup. Dans la littérature notamment. Merci beaucoup Marie pour cette chronique et tout de suite on passe au temps mort.
Et dans ce temps mort, je vous propose quelque chose que j'ai appelé titre ou pas titre. Alors, je vous rassure, ça va pas être des title of your sex tape, mais je vais vous lire des titres d'articles et vous allez devoir me dire si vous pensez qu'ils sont vrais, que ça vient vraiment de la presse, ou que ça vient de mon imagination, parfois un peu trop foisonnante. Alors, on commence tout de suite. Euh, Nabila s'arrache un ongle à Fort Boyard et finit à l'hôpital. Vas-y. Oui, bah, titre, je pense que c'est oui, c'est genre Closer ou un truc comme ça. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est même pas Closer, c'est Le Progrès. Oh non, Ouais, c'est un peu décevant là. je Voilà. suis déçue. Et C'est ça, le a journal même, de chez moi, là. et ça a même été agrémenté d'une citation. J'en cite une partie. Aujourd'hui, j'ai dû surmonter l'insurmontable. On n'a pas les mêmes problèmes, hein. Non, non, mais oui. Quelle horreur. Ensuite, deuxième titre, Isère, il avait investi tout son RSA pour devenir dealer. Ouais, moi, je dis que c'est un vrai titre. C'est un vrai titre. Les autres aussi? Ouais, je pense que ouais. Oui, c'est un vrai titre. Du Dauphiné libéré. Et il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il a investi son RSA pour devenir dealer. Il est pas discret. Oui, c'est vrai. Il s'est cramé tout seul, ça va pas marcher son truc. Alors, Jura, agacé par le chien de ses voisins, il lui tire dessus en pleine nuit. Marie, je veux dire que c'est faux. Les autres aussi? Ouais, je pense que c'est faux. Je pense que Même si c'est je pense faux. que des gens en sont capables, malheureusement. Oui, c'est ça. C'est faux, inventé par moi ce matin. Et J'espère que c'est mais pas comme oui, votre chien. ouais, c'est pas si peu réaliste non plus. Non. Il recharge son téléphone en débranchant le frigo, 1000 vaccins perdus. Je pense que c'est un Américain, donc vrai. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. C'est quoi ce cliché sur les amis? C'est vrai. C'est vrai. C'est un titre du journal Sud-Ouest. Et Ah, alors, bien. c'est pas aux États-Unis, c'est au Kyrgyzstan. Ah, Où voilà, ils ont donc perdu 1000 doses de vaccin Spoutnik. ça me fait penser, tu sais, dans les films débiles ou les trucs comme ça, où il y a un gars, il est dans le coma, l'autre, il le débranche pour brancher autre chose, tu vois. Non, mais oui, c'est ça. Ouais, c'est un peu le même concept, genre. Sauf que c'est vrai. Et en général, c'est dans des films. Alors, nouveau titre. La bête qui terrorisait les habitants d'Ourou était en fait un mouton. Je pense que c'est faux. Que c'est vrai. Moi, je dirais que c'est faux aussi. Vous avez raison, c'est faux. C'est trop précis pour être faux. Pour être vrai, pardon. Et je me suis vraiment baladé sur Google Maps pour chercher un nom de village. Alors, c'est pas exactement Ourou, je crois que c'était Ourou quelque chose. Attendez, je vais chercher en direct. Il prépare ses titres en plus. Ah mais oui, ah non, mais je me suis dit, je vais pas aller inventer un nom de village. Ourou en Morvan. En mort. Et en Mm. Morvan. Et c'est ouais dans le parc naturel régional du Morvan. Ah oui, en fait, c'est un petit peu plus vers l'est. C'est Parce que ouais, je m'étais vraiment baladé au hasard. Donc voilà, donc en effet, c'était faux. ok. Ensuite, un autre. 10 kilos de cocaïne cachés dans des chaussures Adidas. Oh, ça c'est vrai. C'est vrai? Non, moi, je pense que c'est faux. Ouais, moi, je pense que c'est faux. 10 kilos, c'est beaucoup quand même. Mais je C'est sais faux. pas. C'est faux. Ah non. C'est faux. Je suis content, j'arrive quand même à faire mordre quelques-uns à l'hameçon. Alors, un nouveau titre. Cette fois, c'est un titre avec une citation. Donc, à Bayonne, ouvrez les guillemets, faut pas que les vacanciers arrivent, sinon on leur balance des jambons. C'est vrai. Non, moi, je pense que c'est faux. Il est trop fier de son invention, là. Et c'est qui Non, moi, justement, il est trop fier parce qu'il nous berne et tout. Donc, moi, je pense que c'est vrai. Moi, je dirais que c'est faux. Marie, tu te départages. Je pense que c'est faux aussi. C'est vrai. Angèle, très très forte. Voilà. C'est un titre de Libération. Et voilà, ouais. C'est. Voilà, c'est un certain sens de l'humour que moi, personnellement, j'aime bien. C'est pour
ça que je savais que c'était vrai, parce que tu rigolais, tu étais trop fière de ce que tu avais trouvé. Ensuite, nouveau titre. Un nain de jardin volé donne des nouvelles par carte postale. C'est vrai. Elle a lu Ça me fait penser à Amélie Poulain. Vous C'est- n'avez pas vu dans le fabuleux destin Euh, d'Amélie Poulain, elle fait ça. Oui, j'ai vu. Et c'est vrai. Et donc, ça s'est vraiment passé. Et c'est un titre d'article du Télégramme. Attends, il faut qu'on me raconte l'histoire parce que j'arrive pas à visualiser le truc. Genre, il y a un nain de jardin. En fait, alors dans Amélie Poulain, si je résume, globalement, elle fait voyager le nain de jardin de son père et elle lui envoie en fait du coup des photos du nain de jardin qui se balade partout dans le monde. D'accord. Et là, quelqu'un a fait ça vraiment en volant vraiment un nain de jardin. D'accord. Alors, un autre titre. Née à Magnac-Laval, elle s'installe à Saint-Sornin-le-Lac. Je vois pas trop pourquoi ils auraient fait un article dessus. Non plus. Parce que c'est des villages rivaux qui faisaient la guerre avant. Moi, je pense Je que pense que je vais dire vrai parce que je saurais pas pourquoi t'as inventé quelque chose comme ça. Ou alors il est vraiment étrange, mais. Sympa. Oui, c'est vrai. Et c'est un article du Populaire du Centre. Et en fait, elle, c'est une start-up de simulation de conduite qui, en fait, a juste déménagé. Et voilà, c'est juste, j'ai trouvé ça, la formulation m'a fait très rire. Et en plus, je connais un peu l'endroit. Et dernier titre, il pousse sa grand-mère dans des orties pour, citation, voir comment ça faisait. Je pense que c'est faux. J'espère que c'est faux. Ouais, c'est faux. Ah ouais, merci. Hein. J'ai eu peur. Heureusement, mais après, c'est vrai que des fois, c'est faisable. Hein. les enfants sont formidables, comme on dit. Et voilà, pour ce temps mort, on s'est bien amusé. Et voilà, et tout de suite, on passe à la chronique d'Angèle, sans plus tarder. Et Angèle, aujourd'hui, on parle du Festival de Cannes. C'est ça. Donc moi, je vous emmène sur la croisette aujourd'hui. Donc l'année dernière, le Festival de Cannes a été annulé, bon, toujours à cause du Covid et de la crise sanitaire, évidemment, ça ne change pas. Mais cette année, la 74e édition est bien maintenue, puisqu'elle est même attendue du 6 au 17 juillet 2021, donc c'est très bientôt. Donc les films en compétition ne sont toujours pas annoncés. Quand vous écouterez ce podcast, ils seront annoncés le lendemain, c'est-à-dire le 3 juin. Donc jeudi. Donc on saura tout ça. Mais on a déjà un petit avant-goût de à quoi va ressembler ce festival, notamment avec le président du jury, qui n'est d'autre que l'acteur, scénariste, producteur et réalisateur, rien que ça, Spike Lee, donc, qui avait déjà participé au Festival de Cannes avec son film Blacksman sur le Ku Klux Klan, qui avait, je crois, remporté, si mes souvenirs sont bons. Enfin bon. Pour ce qui est du film d'ouverture, donc on en sait aussi un peu plus, puisque c'est le film Annette de Léos Carax, qui va donc être projeté pour l'ouverture, logique. Donc ce film est avec Marion Cotillard et Adam Driver, et qui raconte la vie d'un couple qui s'appelle Henri et Anne, et qui, à la naissance de leur fille Annette, vont voir leur vie bouleversée. Donc ce film, on a beaucoup entendu parler, parce que je crois qu'il y a la chanteuse Angèle notamment qui est dedans, si mes souvenirs sont exacts. Donc on verra bien ce que ça donne. On a déjà eu un trailer il n'y a pas très longtemps de ça. Il y a également en compétition le film Benedetta de Paul Verhoeven, donc un réalisateur néerlandais, avec Virginie Efira. Donc l'action se passe au XVIIe siècle, quand la peste fait rage, notamment en Italie. Donc on a une nonne qui s'appelle Benedetta, qui est réputée pour faire des miracles, etc., qui entre au couvent en Toscane et qui va bouleverser un peu la vie de ce couvent grâce à ces miracles, etc. Donc voilà. Et enfin, le dernier film annoncé et qui est en compétition officielle, toujours comme Annette et Benedetta, c'est le dernier film de Wes Anderson, le tant attendu The French Dispatch. Donc je dis tant attendu parce qu'il était censé sortir en août de l'année dernière, en 2020.
Mais bon, je le rappelle, il y a eu la crise sanitaire. Bon, voilà. Donc, ça a été décalé. Et ce film est super attendu parce qu'il y a un casting de fou. Hein, puisqu'en tête d'affiche, il y a Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Bill Murray, Adrien Brody, etc. etc. Donc, ce film est tiré ce film met en scène un recueil d'histoires tiré d'un magazine américain publié dans une ville française du XXe siècle. Donc en gros, c'est tous les événements un peu qui se sont passés sous l'œil d'un journaliste américain. Donc c'est plein de petites histoires superposées. Donc c'est pour ça qu'il y a un grand casting parce qu'il y a plein d'histoires parallèles. Notamment, il y a aussi Léa Seydoux, je crois, qui joue dedans. Enfin bon, du coup, pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait du Festival de Cannes, qui est donc très attendu pour les cinéastes et pour les autres. Donc, la sélection officielle devrait être annoncée donc jeudi à 11h sur le Facebook, le Twitter, le YouTube du Festival de Cannes. Donc, si vous êtes intéressé et que vous avez envie de voir tout ça, rendez-vous jeudi. Et en attendant, on se retrouve sur la Croisette cet été pour voir un peu qui va gagner et qui va succéder à Parasite, qui a gagné la Palme d'Or en 2019. Et Parasite, je l'avais regardé, incroyable. Et aussi, j'ai vu Benedetta, je crois, j'ai vu passer une bande-annonce au cinéma. Ça a l'air très intéressant aussi. Ouais, ça a l'air très sombre, très mystérieux, etc. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Je pense aller le voir quand il sortira. Et donc, n'oubliez pas, allez voir des films si vous pouvez, parce que c'est stylé en plus. Les films qui sortent en ce moment, ça fait 1 an qu'ils rament. Et, ouais. Je me permets d'en conseiller un aussi. Il y a un film qui va sortir avec Alex Lutz, qui va sortir quelques jours après la fin de Roland Garros et qui est justement sur le tennis. Donc moi, je suis un grand passionné de tennis, donc c'est pour ça que je vous en parle. Il s'appelle 5e set et il a été décalé de plusieurs reprises. Je crois qu'il devait sortir il y a plus d'1 an aussi et il a été décalé, puis décalé, puis décalé. Et donc là, il sort enfin le 16 juin, si ma mémoire est bonne. Donc franchement, voilà, allez le voir. Je pense que ce sera un très bon film. Et ben voilà, merci beaucoup Angèle pour cette chronique. Et tout de suite, c'est l'heure du Maxi Quiz. Wouhou. Donc le Maxi Quiz / Nils Quiz avec toi Nils. Alors, première question. Quel artiste a produit la bande originale du film Black Panther? Angèle, Je crois que c'est Kendrick Lamar. c'est ça, c'est bonne réponse. Il est chaud. Je suis fan de Marvel, donc Ah oui, ça aide. j'ai aucun mérite. On peut retrouver dessus Travis Scott et 2 Chainz, il me semble. Et ça a été produit par Kendrick Lamar. Bien joué. 1-0 pour Angèle. Deuxième question. À votre avis, quelle est la ville la plus peuplée de Belgique? Angèle, vas-y. Je vais dire Bruxelles. Non, Bruxelles est très 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 loin dans le classement. Ah ouais? Il n'y a que 174 000 habitants. Marie, on va tenter Bruges. Non, c'est pas ça non plus. Mathieu. Vas-y Mathieu. Liège. Et non, non plus. Marie, Oui, vas-y Marie. Gand. Après, j'ai plus de nom de. Vous connaissez plus de villes en Belgique? Non. C'est si honteux que ça. Non, vous abandonnez. Personne n'a une proposition à faire de plus? Mathieu peut-être? Je cherche dans ma mémoire, mais... C'est une ville de 525 000 habitants. Non, vous n'avez pas idée. Non, pas du tout. C'est la ville d'Anvers. Ah, Jamais entendu. c'est vrai que c'est connu, mais je pensais qu'Anvers c'était Ah en oui. France. J'allais jamais la dire. La honte. Alors, je savais pas où je situais la ville d'Anvers, mais je la situais pas spécialement en Belgique non plus, et je sais pas où. Je la suis en France, mais je sais pas où non plus. Mais du coup, Bruxelles, ils ont 100 000 habitants, c'est ça? 174 000 et Anvers 525. Donc il y a quand même une nette différence. Alors, on passe à l'estimation. À votre avis, combien de centimètres y a-t-il d'écart entre la plus grande personne au monde encore en vie et la plus petite personne? Alors, Angèle, vas-y. Je vais dire 85 cm.
Ok. Marie. On va dire 1m25. Moi, j'allais partir dans ces eaux-là aussi. Mais 1m25, ça fait. Ah, quoique. Ça fait une petite personne. Ça fait, ouais. Genre quelqu'un d'1 mètre, 2m30. Ça fait un enfant. Je vais même tenter plus, je vais dire genre 150 centimètres. 1m50. Je pense que c'est toi qui as raison. Et bah, sache que ouais, c'est toi qui as raison parce que l'écart est plus grand que moi. L'écart fait 1m83 Vache! entre ces deux personnes. Oh là Ouais, là. c'est vraiment... 1 mètre de plus que ce que j'ai proposé là. Ouais, c'est vrai. L'homme le plus grand, J'avoue. l'homme le plus grand fait 2m51 et l'homme le plus petit fait 67 cm. Il fait 1 mètre. 67 Ah ouais. cm. 67 cm, c'est vraiment... Entre la plus grande personne de tous les temps et la plus petite personne de tous les temps, il y a 2m2 de différence. La plus petite personne de tous les temps, elle mesure combien? Il me semble que c'est 54 cm, quelque chose comme ça. Et la plus grande, c'est 2m70. Donc ça fait 2m2 de différence. Attends, 54 cm, je suis en train de penser aux règles qu'on avait quand on était Moi aussi. Je suis en train de me dire, ça fait genre 2 règles. C'est une règle et 2 tiers. Oui, c'est ça. Je pense que ça faisait la taille du pied de la personne la plus grande du monde. Passons à la question suivante. Dans quel pays existait la Ugly Law, loi qui aide des handicapés d'apparaître en public pour préserver la qualité de vie des... Alors, déjà, c'est en anglais, donc pays anglophone. Très bonne analyse. Mathieu, Vas-y. ce serait pas genre la Nouvelle-Zélande? Non, c'est pas ça. Je vais dire à côté, je vais dire l'Australie. Non plus. Maryland. Non, c'est pas l'Inde. Mathieu, Oui. les États-Unis? Oui. Et oui. C'est vrai. Il faut savoir que la loi, elle était encore valable dans certaines villes jusque dans les années 70. Mais je pensais pas que ça allait être un pays aussi récent. C'est genre, pour moi, des lois comme ça, c'est des trucs genre à l'époque de Napoléon, tout ça, où Ouais. Mais est-ce que c'est étonnant que il y avait des lois comme ça. Oui, c'est vrai que les États-Unis, finalement. On va encore parler d'eux dans la dernière question simple, parce qu'on va parler de Netflix. Donc, ils sont assez implantés aux États-Unis. Vous connaissez le célèbre To Doom de Netflix. De quelle série provient-il? Je savais même pas que ça venait d'une série. Il vient d'une... Mathieu, Oui, vas-y Mathieu. c'est House of Cards. C'est exact. Est-ce que tu as la Quoi scène? Ouais. Non, pas du tout. Alors, j'ai jamais regardé House of Cards. Je sais juste que Oh je non. savais que ça venait de là, de je ne sais où. Alors, il faut savoir que House of Cards, du coup, c'est quelqu'un qui cherche à être président et qui l'est ensuite. Je spoil un peu, mais ça arrive assez rapidement. Et en fait, quand il arrive à la Maison Blanche, il y a une séquence où il tape sur le bureau ovale, et c'est ça le To Doom. C'est quand Frank Underwood frappe le bureau ovale. Et la séquence est disponible, il me semble, sur YouTube, et c'est vraiment, il a pas été retouché depuis le To Doom de Netflix, et j'ai été étonné aussi en l'apprenant. Mais le pire, c'est que tous les Netflix, ils se battent pour savoir si c'est Toudoum, Tadam ou je sais pas quoi. Tout le temps, il y a des sondages sur Netflix France, sur Twitter, où des fois, ils parlent avec Netflix anglais ou je sais pas quoi. C'est vrai. Et ils se battent toujours pour savoir si c'est des Toudoum ou des machins. Alors, Mathieu, tu es à 3 points, et Angèle à 1 point. Marie, il faut sauver l'honneur pour le tour de table. Ça fait 2 émissions, on me demande de sauver l'honneur. Ça fait 2 émissions que tu la sauves pas. Mon honneur, elle est partie, loin. J'espère que tu t'y connais en Pokémon. Parce que ça... Oui, normalement, ça va. Enfin, je vais pas dire oui, parce qu'après, je vais être encore plus ridicule. Je vais vous citer des Pokémon, et il faudra me dire si oui ou non ils sont dans le top 30 des plus populaires. Du coup, on va commencer par Mathieu. Amphinobi. Le nom est très drôle. Amphinobi. Tous les noms de Pokémon sont assez cocasses. En vrai, Amphinobi, je me dis que ça peut être genre un poisson ou une sirène. Les enfants, ils aiment bien les sirènes. Mais est-il dans le top 30 des plus populaires? Oui. Eh oui. Oui. Angèle, est-ce que Mew est dans le classement? Oui. Non. Quoi? C'est un légendaire. Il n'y est pas. Marie, ça te laisse une chance. Est-ce que Lansorienne y est? Lansorienne. On va dire oui. C'est une bonne réponse. Mathieu, à toi. Est-ce que Zoroark? Je sais pas. Je m'y connais tellement pas en Pokémon que juste ça me fait rire. Là, j'imagine Zoro, mais avec un arc. Et du coup, il fait tout à la flèche.
Oui, 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 c'est une bonne réponse. Félicitations. la chance. Ça, les plus simples en plus. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils sont assez compliqués. Mais c'est... du coup, Marie, est-ce que Zorua est dans le classement, à ton avis? Zorua, je vais dire non. C'est une bonne réponse, elle n'est pas dans le classement. Mathieu, est-ce que Pyrobut est dans le classement? Pire au but. Écoute, je vais dire oui parce que le nom est bizarre. Et non, c'est une mauvaise réponse, je suis désolé. Non. C'est Marie. Marie, tu sauves l'honneur. C'est Ah, c'est le là. un bon point que tu prends sur les Pokémon. Est-ce que tu penses que tu saurais en dire encore un peu? Bah, dis-en un, et je te dis oui ou non, mais tu dis pas les plus simples, c'est du hasard là. Si je te dis Pikachu, tu penses qu'il y est? Je pense qu'il y est quand même. Enfin, s'il y est pas, les gens sont bizarres. Oui, bah oui, oui, il y est. Ah, c'est Dracofeu, il y est aussi. Dracofeu, oui, pour pas rêver. Est-ce qu'il y a Est-ce que Poussifeu y est? Poussifeu, à ton avis? Poussifeu? Je pense oui, je dirais que oui. C'est une petite tête là comme ça. C'est vrai, Non. Non. Il y Non. est pas. Oui, c'est Ouais, du coup, c'est Mathieu qui remporte, pas ce tour de table, mais qui remporte le Maxi Quiz. Félicitations. Enfin, le Nilsi Quiz pour l'occasion. le petit quiz. Ça y est, ici est mis. Je m'y suis fait, c'est bon. Et bah, c'est nickel, du coup, c'est moi qui ai gagné. Bravo Mathieu. Je vous propose qu'on arrête maintenant tous les maxi quiz et que je sois déclaré le vainqueur des maxi quiz en général. Le Mm, boss Je suis pas final. d'accord. Là aussi, je demande qu'on refasse ouais. la chose. Non, pas très Ouais, calme. moi, ça m'allait bien. Rester maintenant. vainqueur. Donc c'est non. Tu prends pas des décisions comme ça. Bon, ben voilà, merci beaucoup Nils pour ce maxi quiz. De rien, c'était avec plaisir. Et bah, le plaisir est partagé. et merci à tous d'avoir participé à ce podcast. Merci à tous les auditeurs de nous écouter jusque-là. Le podcast revient la semaine prochaine. Oui. Il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas. Et puis, bien sûr, tout au long de la semaine, vous retrouvez des vidéos, des quiz sur nos réseaux sociaux. Et on se retrouve très, très vite. À bientôt!